Comment développer l'esprit critique de jeunes élèves? En travaillant autour de cette question, Stephen Norris et Robert Ennis aboutissent à une définition de l'esprit critique en termes de compétences. Ces compétences sont au nombre de 12 et peuvent être classées en 5 catégories. S'informer, évaluer l'information, distinguer faits et interprétations, confronter les interprétations et enfin évaluer les interprétations. Certaines disciplines disposent de contenus d'enseignement qui apparaissent naturellement adaptés au travail de telles compétences. En histoire-géographie, par exemple, avec l'étude des techniques de propagande. En sciences expérimentales également, où l'on imagine bien comment les controverses scientifiques ainsi que les questions socialement vives pourraient faire l'objet d'études critiques en classe. Mais qu'en est-il des mathématiques? Quel type d'activité pourrait nécessiter la mobilisation de telles compétences? Nous nous intéressons alors au paradoxe mathématique, des objets qui ont la faculté d'allier fascination et interrogation. Deux cadres théoriques sont mobilisés. Le premier est la théorie des biais cognitifs de Kahneman et Tversky. Selon cette théorie, nos comportements et décisions sont régis par un système de pensée à deux vitesses. Le premier système, qui repose sur l'instinctif et l'émotionnel, se charge des activités nécessitant une prise de décision rapide. Le second système, plus lent, repose sur la logique et se charge des activités nécessitant une importante concentration. Le système 1 est, selon Kahneman, le responsable de la plupart de nos erreurs de jugement. Il nomme ces erreurs biais cognitifs, des raccourcis mentaux qui s'affranchissent de la logique et de la rationalité. Mais peut-être que le meilleur moyen de prendre conscience de ces biais reste d'en faire l'expérience. Sur l'échiquier suivant, laquelle des cases A ou B est la plus foncée? A sans doute. Eh bien voyez vous-même, les cases sont en réalité strictement de la même couleur. Dans cette expérience, votre interprétation des couleurs est faussée par la conjonction de deux biais cognitifs. Un biais d'ancrage, car votre première impression vous a convaincu que les cases A et B étaient de couleurs différentes, ainsi qu'un biais de cadrage, car le contexte de l'échiquier induit votre interprétation en erreur. Le second cadre théorique est celui des situations didactiques de Guy Brousseau. Il pose un cadre méthodologique pour analyser et penser une activité d'apprentissage mathématique. La théorie définit les contours d'une situation didactique. Dans une telle situation, à l'issue d'un processus de dévolution, l'élève s'approprie l'activité proposée par le professeur. Ce dernier organise le milieu avec des intentions didactiques, c'est-à-dire de façon à ce que les rétroactions induites par le milieu provoquent chez les élèves les adaptations souhaitées. L'élève apprend alors en s'adaptant à ce milieu. Dans la typologie des situations didactiques, une situation est dite de validation lorsqu'elle exige que les élèves établissent ensemble la validité de la connaissance et s'accordent selon les règles du débat scientifique. Nous postulons ici que cette situation favorise les interactions et est la plus adaptée au travail des compétences précédemment citées. La connaissance de ces deux cadres théoriques nous conduit ainsi à poser la question de recherche suivante. Dans quelle mesure une situation de validation didactique construite autour d'un paradoxe mathématique permet-elle de mobiliser les compétences caractéristiques de l'esprit critique? Les expérimentations sont menées en classe de CM2 et 6e. L'activité repose sur un problème mathématique qui soulève un paradoxe. 4 pièces de couleurs différentes peuvent recouvrir deux figures rectangulaires. Seulement, la première figure est composée de 64 carreaux et la seconde de 65. Comment l'expliquer? À l'instar de l'échiquier d'Adelson, cette illusion est renforcée par la conjonction de trois biais cognitifs. Un biais d'ancrage, un biais de cadrage et un biais de confirmation. Le puzzle est accompagné d'une feuille de 8 questions pour faciliter les rétroactions du milieu. Les élèves travaillent par groupe de 3. Les questions doivent permettre 3 phases de rétroaction. Durant la phase 1, les biais cognitifs des élèves sont volontairement renforcés pour intensifier la confrontation des arguments et des conceptions. On y observe des biais au travers du discours des élèves, les plus fréquents étant le biais de faux consensus, l'effet boomerang et le biais de conformisme. La seconde phase permet la déconstruction des croyances irrationnelles. Celles-ci sont progressivement délaissées au profit d'arguments plus rationnels. Enfin,
La troisième phase doit permettre aux élèves de parvenir à un consensus et à une explication rationnelle du paradoxe. L'analyse a priori suggère que c'est à la fin de cette phase que les élèves sont en mesure d'expliquer l'origine de l'illusion de. Pour apprécier l'efficacité du dispositif, nous nous appuyons sur deux critères de réussite et une grille d'analyse qualitative. On considère qu'un élève a réussi l'activité si seulement il comprend et explique le paradoxe à l'aide d'arguments rationnels et s'il a contribué à la décision du groupe. La grille d'analyse rend compte de l'autonomie des élèves, de la fréquence des échanges entre les élèves, de la fréquence des échanges entre les élèves et l'enseignant, de l'activité gestuelle des élèves et enfin de la concordance des réponses avec l'analyse a priori de l'activité. L'activité est déclinée en 3 dispositifs afin d'évaluer la pertinence des variables didactiques. Un dispositif numérique, un dispositif dit tangible robuste, composé de pièces indéformables, épaisses, non superposables et découpées au laser. Et enfin, un dispositif dit tangible souple, composé de pièces pliables, fines, superposables et qui ont la particularité de coller légèrement au doigt. Une première phase d'expérimentation est conduite en 2019 auprès de 18 élèves répartis dans 2 classes. Des groupes de 3 élèves sont répartis sur chacun des dispositifs. Dans la classe 1, seul le dispositif tangible souple a conduit le groupe entier à la réussite de l'activité. Dans la classe 2, c'est également le cas pour le dispositif robuste. Le bilan de l'expérimentation 1 suggère que le dispositif souple est donc le plus efficace. Une seconde phase d'expérimentation est conduite en 2021. La méthodologie de l'expérimentation 1 est répliquée, mais seul le dispositif souple est mis à l'épreuve. 2 des 3 groupes réussissent alors l'activité avec succès. L'analyse des discussions entre les élèves du troisième groupe révèle qu'ils ne sont pas parvenus à coopérer, ce qui a lourdement impacté l'engagement des élèves dans la suite de l'activité. Les données collectées grâce à la grille d'analyse nous permettent de postuler en faveur de 3 résultats additionnels. La première observation porte sur la pertinence des variables didactiques. Alors que notre analyse a priori suggérait que le dispositif souple conduirait à des résultats faibles au vu des difficultés qu'il engendre, celui-ci s'est finalement trouvé être le plus efficace. Nous postulons ici que la difficulté inhérente au dispositif, à savoir le fait que les pièces collent au doigt et se superposent, ont incité les élèves à collaborer. La modulation des variables didactiques a eu une influence directe sur l'engagement des élèves. L'analyse du champ lexical dans les échanges entre les élèves est révélatrice de la manière dont ils passent d'un discours irrationnel à un discours rationnel. En particulier, nous notons que certains arguments sont presque invariants d'un groupe à l'autre. Nous postulons que ces invariants dans les discours des élèves peuvent être interprétés comme des marqueurs d'irrationalité, c'est-à-dire la manifestation évidente exprimée verbalement des décisions relevant d'un biais cognitif. Finalement, l'analyse des discours révèle unilatéralement l'importance cruciale des interventions de l'enseignant. Une grande autonomie a été laissée aux élèves. Cependant, il était demandé à l'enseignant de passer de temps à autre consulter l'état d'avancement dans les discussions et d'intervenir pour réguler les échanges. Le rééquilibrage des discussions par l'enseignant ont ainsi permis d'augmenter de 11% le taux de réussite des élèves sur les 3 expérimentations. L'esprit critique est un moyen de nous prémunir de nos propres erreurs de jugement, mais également celles des autres. Pour cette raison, et dans une logique de co-construction des savoirs, le débat, les échanges et la coopération sont essentiels à l'engagement des élèves dans une démarche critique. Pour conclure, proposons quelques pistes de réflexion pour l'orientation de la formation des enseignants. Sur la base de ces travaux, nous en proposons 3. 1. Leur permettre d'identifier efficacement leurs biais cognitifs et ceux de leurs élèves. 2. Les accompagner dans la mutation de leur profession en les invitant à se faire facilitateurs des savoirs entre les élèves. 3. Enfin, leur donner les moyens de leurs ambitions didactiques en insistant sur l'enrichissement du milieu et l'apport bénéfique des situations de validation à la co-construction des savoirs.